la philosophie, je pense, de ce plan de mesure, c'était de donner aux gens la sécurité pendant un an. De leur montrer que quoi qu'il arrive, pendant un an, jusqu'à 2021, il y aura ce qu'on appelle un filet de sécurité sociale. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, fidèle au poste. Comme chaque mercredi, on va bien entendu parler essentiellement de la situation économique avec vous, liée au coronavirus, avec des diverses ramifications, on va dire. Mais tout d'abord, je voudrais que l'on revienne sur ce fameux plan qui a été annoncé jeudi soir dernier par le Premier ministre. On a beaucoup parlé de filet de sauvetage économique, mais est-ce qu'on peut parler véritablement, et j'avoue avoir moi-même eu des difficultés à parler de plan économique, parce que finalement, il ne semble pas, dites-moi si je me trompe, mais que ce soit un plan économique, mais plutôt une sorte de distribution d'allocations plus qu'autre chose. Est-ce que je me trompe ? Oui, bonjour. D'abord, puisque nous allons dire des choses moins agréables, je voudrais dire que je suis heureux de vous revoir après votre séjour à Eilat de la semaine dernière. Et donc, ça permet de passer. Je vais immédiatement répondre à votre question. Il y a une chose que je voulais, parce qu'on essaie toujours d'être pratique, que je voulais ne pas oublier de dire à nos auditeurs. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Il y a des gens qui reçoivent des SMS. Oui. Souvent des indépendants qui vont disant qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu le Covid, c'est-à-dire le coronavirus. Le système de traçage de Shinbet. Voilà. Alors, deux choses. D'abord, des fois, ces SMS ne sont pas envoyés par le ministère de la Santé, mais par des gens qui apparemment s'ennuient par le confinement. Et j'ai eu un cas... on m'a dit d'un indépendant qui a d'ailleurs il pensait ne pas avoir travaillé pendant plusieurs jours, donc c'est une perte économique sèche. Et en vérité, ce n'était pas le ministère de la Santé qui l'a envoyé, mais des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui s'amusent à se... Donc c'est des gens qui s'ennuient apparemment. C'est important de le souligner. Une deuxième chose, même quand c'est envoyé par le ministère de la Santé, plus de 50% des cas s'avèrent faux. Puisque, par exemple, ils vous disent, tel jour, vous avez été avec telle personne. Cette personne a dit, c'était à 11h du soir, il y avait que ma femme avec moi à la maison. Et donc, ils se rendent compte, le ministère de la Santé, que le traçage n'était pas bon. Et ça vient d'ailleurs répondre à votre question, puisque c'est un problème... Ça amplifie, on va dire, le climat d'insécurité, le climat de crainte et d'appréhension. Et de non-confiance entre la personne lambda et les autorités, ceux qui décident lorsque les instruments qu'on donne. Maintenant, pour revenir à votre question, sur d'abord la philosophie des mesures, du plan qui avait été annoncé il y a une semaine. Je dois vous dire que moi-même, lorsque Netanyahou a terminé de parler avec le ministère des Finances la semaine dernière, j'étais très content. Ça veut dire il parle bien et et ça donnait une bonne impression. Ça donne l'impression que les choses étaient prises en main. Oui, et c'est important parce que d'abord la philosophie, je pense, de ce que vous avez, je pense, résumé bien la situation de ce plan de mesure, c'était de donner aux gens la sécurité pendant un an, de leur montrer que quoi qu'il arrive, pendant un an, jusqu'à 2021, il y aura, que ce soit des salariés ou des indépendants, il y aura ce qu'on appelle un filet de sécurité sociale. C'était ça l'idée de donner Netanyahou avec des chiffres très importants. Mais ce n'était pas un plan économique, parce qu'un plan économique doit inclure une forme de solution pour la relance. Exactement. Alors d'abord, il faut vous dire que dans les chiffres de 80 milliards de shekels qui ont été annoncés, les économistes après ont analysé ces mesures. Des fois, c'est des chiffres qui étaient déjà annoncés. Vous savez, c'est comme les maisons dans les implantations, c'est toujours les mêmes qu'on redit. Alors des fois, il y a une partie de l'argent et c'est une partie aussi sur un an au cas où. Et donc, c'est pas si mirobolant que ça. Maintenant, une deuxième chose qui était très problématique, point de vue de ces mesures, à part le problème, on va venir immédiatement de votre question, qui manque une panne. C'est le deuxième partie. Dans la même partie qui a été annoncée, il y a manqué de clarté, je dirais ça de façon, je pourrais dire beaucoup plus que clarté, je suis faible. De quoi il s'agit ? Lorsque vous dites les indépendants vont cette semaine recevoir 7 500 shekels. Jusqu'à 5 500. Oui, mais les gens
ont entendu 7500 shekels. Bien sûr. J'ai entendu dans les médias, j'ai même été moi-même une fois cette semaine à I24, je leur dis, j'ai vu le titre qu'ils avaient donné, ils avaient dit 7500 shekels, et j'ai dit, vous vous trompez, jusqu'à 7500 shekels. Et quelle est la réalité qu'il va y avoir, j'espère aujourd'hui recevoir les gens? La majorité, ils ont dit, va recevoir 4000. Ouais. Entre 2 et 4000. Mais ça, c'est intéressant. Je voudrais vous poser une question à ce sujet, parce que effectivement, la tendance est de dire, encore une fois, on se fout de la figure, pour être poli, des gens. On plaisante avec ce genre de choses. On leur promet quelque chose de relativement satisfaisant comme 7500 shekels et on va finalement leur donner 2000 shekels. Mais lorsque j'ai cité dans la revue de la presse une analyse de Shaul Amsterdamski, qui était le spécialiste économique de la chaîne de Reshet Bet, qui a expliqué qu'il y avait 3 cas de figure pour les indépendants. Il y a des indépendants qui ont une boîte, une société depuis de nombreuses années et qui vont recevoir une allocation, cette somme-là, par rapport à un critère. Le critère, c'est leur bénéfice en 2018. Parce que c'est la dernière année où on peut revenir sur une donnée comme le bénéfice. Alors, le bénéfice, c'est 2018. Si en 2018, la société n'allait pas bien, pourquoi l'État d'Israël aujourd'hui subventionnerait une société qui ne va pas bien? Et deuxièmement, il dit aussi que si une société en 2018 avait déclaré un bénéfice relativement bas, ça peut être aussi parce que certains des indépendants, c'est une pratique, on va dire, courante, eh bien, ont mis de côté une partie de leurs revenus et n'ont pas déclaré une partie de leurs revenus. Il est normal que l'État d'Israël ne paye pas pour des déclarations qui n'ont pas été faites. Donc il y a une certaine logique aussi, c'est-à-dire il faut bien que le gouvernement se réfère à certains critères. D'abord, je me permets de contredire Atrofsky que j'ai pas fait sur 2 points. D'abord, 2018 n'est pas maintenant la dernière limite. On peut faire 2019. On est maintenant juillet 2019. Ouais. L'État possède des impôts, je veux dire, possède les données des gens qui ont déjà payé ce qu'on appelle la TVA dans les premiers mois, et ils savent quels sont, s'il y a eu pas ou non. Pour tout le monde, hein, c'est ça. Jusqu'en juillet, tout le monde a payé de les TVA en 2019. Et là-dessus, ils peuvent vérifier qu'est-ce qui s'est passé en 2019. Ils ont une clarté maintenant du mois de juillet. Je ne parle pas de la déclaration annuelle dont certains ont déjà, mais en tout cas, les déclarations de TVA des gens. Maintenant, je vais vous dire, c'est facile à dire de la part d'Adromsky qu'il y a des indépendants qui ne déclarent pas tout. Moi, je vous dis qu'il a été mis, j'allais venir immédiatement ici, comme ça va être loi. Ce plan dont nous n'avons pas commencé à parler va être voté par la Knesset. Hier, il est passé en première lecture. Ouais. Et comme il va être passé à la Knesset, il va comporter des amendes extrêmement importantes. Les gens vont recevoir sans doute, une partie des indépendants, vont recevoir des rappels sur la somme qu'ils ont reçue dans les derniers mois, y compris ce qu'ils vont recevoir maintenant, les 2 ou 3 000 shekels, à devoir payer non seulement les 4% plus l'intérêt, j'ai même vu des chiffres beaucoup plus important. C'est quoi les 4% c'est le taux vous avez reçu de l'argent, vous ne devez pas en recevoir. On veut 4% plus d'intérêt. Et en plus de l'État, les impôts. Et en plus de ça, il y aura une amende pour fausse déclaration, comme vous dites, parce que vous avez déclaré que vous avez baissé, finalement vous n'avez pas baissé, ou il a pu faire une erreur, le monsieur, ou n'importe quoi. Et c'est des amendes, j'ai vu, de 50% de la somme. Donc, ne croyez pas, d'abord, c'est pas obligatoirement un cadeau, je viens de dire. Non, on peut pas faire des choses comme vous dites, et je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit à Adromsky. Moi, je vois le problème social des gens. Ce que vous dites, à part ça, est très important à dire. Non, il a manqué dans ce plan-là un plan de relance. J'en parle souvent, c'est-à-dire un plan par l'offre. On a attendu à ce qu'il annonce. Il va y avoir des grands plans d'investissement, des incitations beaucoup plus importantes aux entreprises peut-être à embaucher. Et ça n'a pas eu lieu. Et c'est un plan. Et aussi pour les couches défavorisées. D'ailleurs, hier, il n'y a presque pas eu la première lecture parce qu'il n'y avait rien pour les couches défavorisées. Et apparemment, ça sera peut-être amélioré. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Alors, est-ce que vous êtes étonné par le fait, je le disais aussi dans la revue de la presse, que la situation ne va pas en s'améliorant, elle est en train de s'aggraver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de nouveaux chômeurs que de gens qui ont retrouvé des emplois. Oui. J'allais commencer par là, justement, avant de parler du plan. C'est que c'est des chiffres qui ont été publiés par l'INSEE israélien, l'Institut de la statistique. Il y a depuis début juillet, comme vous dites, plus de gens qui sont renvoyés que de gens qui sont ramenés. Il y a surtout 45% des sociétés d'high-tech qui ont dit « Nous, on ne va pas
embaucher les gens qu'on pensait embaucher. Et donc, c'est important parce que la haute technologie était un des camions de l'économie israélienne. Ça veut dire que même là-bas, ils ont des problèmes. Il y a 20% des entreprises et des indépendants qui pensent qu'ils vont baisser de 50% leur chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité, un problème d'insécurité par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'il y a. Et une chose très importante qui, moi, et je pensais que ça arriverait à venir, 50% des Israéliens disent qu'ils ne savent pas si à la fin du mois, ils vont pouvoir payer leurs frais d'électricité et de gaz et d'eau. Ça veut dire qu'on en a ce point-là. Maintenant, il y a encore 25% des prêts à long terme, que ce soit les mashkantaot, c'est-à-dire les prêts sur hypothèque pour les maisons, ou que ce soit les prêts de consommation à longue durée, qui sont congelés, c'est-à-dire que les gens ne payent pas dans les prochains mois. Maintenant, ce qui a été décidé par la Banque d'Israël, c'est de dire, au lieu que ça devait justement s'arrêter pour quelques mois, on décide jusqu'à fin 2020. Automatiquement, les banques reconduiront le fait que les gens n'auraient pas à payer dans 3 mois. Pourquoi je pense que la Banque d'Israël l'a fait ? Parce qu'elle savait que si ça ne serait pas arrivé, beaucoup de gens auraient été dans l'impossibilité de payer, puisqu'il y a eu aggravation aussi de problèmes sanitaires et économiques, et ça aurait été pour les banques un problème. Et donc, puisque les banques auraient eu beaucoup d'insolvabilité, et donc ils auraient des fortes pertes, et pour la Banque d'Israël, c'est ça aussi qui lui a dit qu'il fallait agir de cette façon. Ça veut dire que là, ça fait 4 mois que la crise a débuté. On est dans une situation économique, on va dire, pour le moins dire, on peut parler de catastrophique, de gravissime. Quand est-ce qu'on peut apercevoir, on va dire, le bout du tunnel ? D'abord, avoir le bout du tunnel. Il y a une chose très importante hier, une chose très importante que je voulais dire. J'en parle souvent ici, la bourse, c'est-à-dire le marché financier en Israël, depuis le début de la crise, stagne. Non seulement stagne, il y a entre 20 et 30% de pertes. On avait même dit qu'il y avait une différence entre les places boursières internationales et Israël. Aux États-Unis, presque chaque jour, la bourse américaine remonte, qui montre qu'elle voit la fin du tunnel. Surtout les valeurs technologiques. Vous avez Tesla qui a eu 300 milliards de dollars, qui a augmenté de 300% depuis le début de l'année. Donc, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et en Israël, la bourse, donc c'est-à-dire les gens économiques et financiers, eux sont très pessimistes, puisque il n'y a pas de reprise, malgré d'ailleurs des efforts de la Banque d'Israël concernant les marchés obligataires, du point de vue de la bourse, il n'y a pas de reprise. Et pourquoi c'est très important ? D'abord, ne croyez pas que ceux qui sont dans la bourse, c'est obligatoirement des gens qui ont, comme les films montrent, des gens qui ont beaucoup d'argent à perdre et tout ça. Non, et c'est pas non plus un casino. C'est souvent des petits épargnants. Et surtout, c'est souvent des gens qui veulent leur retraite et de l'épargne à moyen terme et à long terme. Et donc, si il y a des pertes, d'abord il y aura, du point de vue de l'épargnant, une volonté d'aller ailleurs. Pourquoi ne pas aller en la bourse américaine ? Or, comment les entreprises peuvent se financer pour faire justement ces investissements-là ? Ils veulent aller sur le marché financier, et si ça ne marche pas, il y aura un problème. Ok. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des effets collatéraux, on va dire, de la crise économique. C'est la situation de la compagnie El Al. On a parlé d'un acheteur qui est peut-être un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'un jeune garçon d'une 20aine d'années, qui s'appelle Eli Rosenberg, si je ne m'abuse, qui pourrait racheter El Al. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui. Justement, c'est comme vous dites ça, comme vous l'avez bien présenté ça. C'est ce monsieur Rosenberg a un papa qui se trouve en Amérique, qui est, on dirait, orthodoxe libéral. Et il a dit... Moderne orthodoxe. Et il a dit que son rabbin lui avait dit d'acheter El Al. Maintenant, votre père est rabbin, je ne sais pas si vous faites des conseils d'investissement. J'aimerais bien qu'il me donne. Mais apparemment, le père de ce monsieur... Et ce monsieur qui a bien réussi en Amérique, comme beaucoup de Juifs, a surtout fait ses affaires dans les maisons de retraite. Oui. Maintenant, moi, je regarde encore toujours, je vous essaye du point de vue financier, pas du point de vue éthique ou autre. Quel serait l'intérêt de quelqu'un comme ça de vouloir acheter une compagnie comme ça qui est en perte. Il faut dire d'ailleurs que, comme vous dites en perte, cette semaine,
il y a des avocats au nom du public qui viennent de lui faire une attaque en justice pour une somme de 1,5 milliard de shekels. Il s'agit de quoi? C'est exactement d'ailleurs la somme que l'État veut donner à Elal. C'est 1,5 milliard de shekels. C'est tout l'argent que Elal doit aux gens qui doivent voyager. Vous savez, il y a des gens qui ont pris des billets. Et je sais que ça concerne énormément de nos auditeurs. Et lorsqu'ils appellent Elal, ils n'ont pas vraiment une réponse. Et c'est pas bien. Et ils ont dit, la première chose, c'est que Elal doit répondre aux gens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on se demande si elle va pas être en faillite. Parce que déjà, il y a eu des très, très grandes, sur Elal, c'est normal, des grandes coupes budgétaires, mais en plus, il y a un problème avec les pilotes qui restent, et aujourd'hui, peut-être, il sera décidé de mettre la compagnie en faillite. Et je me suis demandé la question suivante. D'abord, pourquoi ça doit être le fils qui est Barouch? Oui, ça, on le sait parce qu'il est israélien. Oui, mais si Israël sait que l'argent vient de quelqu'un d'autre, c'est un peu problème. Si la loi elle dit, ça doit être un Israélien qui doit être justement acheté, avoir l'autorité, pouvoir posséder l'âle. Mais enfin, elle sait très bien qu'en vérité, celui qui sera derrière, c'est quelqu'un qui est étranger. Alors je ne sais pas pourquoi. Et il faut pas s'arrêter que la loi. Il vérifie toujours si la loi est bien respectée aussi dans son esprit en Israël. Bon. Moi, je me suis demandé, j'ai peur d'avoir des réponses, mais je veux pas être en diffamation. Quel serait l'intérêt de quelqu'un de vouloir acheter et de vouloir énormément donner des millions de dollars ou autres pour une entreprise qui est en faillite et qui doit 1,5 milliard de shekels? Ce sont des questions que la presse et les financiers... Pour l'instant, pas de réponse. Oui, il y a peut-être... je laisse à nos auditeurs le choix de... Alors, on va terminer avec un dossier. Vous allez m'expliquer de quoi s'agit-il, les prêts pour les dans les grandes surfaces. Supersal, je crois qu'on a le droit de dire des noms, parce que c'est simplement pour, je vais pas faire ici de la pub, je vais expliquer, je vais dire aux gens ce qui se passe. Et la chaîne de commercial Supersal avec une entreprise de crédit, de carte de crédit qu'on a, c'est-à-dire Cal en l'occurrence, a fait un accord. Moi, dans mes super, je vais commencer à vendre du crédit. Je vais, comme vous allez acheter là-bas des bonbons et des chocolats, ou je sais pas ce que les gens achètent, vous allez acheter des prêts. Des prêts que vous voulez sans, pas seulement pour acheter dans le super, des prêts pour, ils savent que les gens maintenant ont besoin d'argent, puisque les gens n'ont pas, et nous, on sera prêts à vous prêter. Maintenant, de quoi il s'agit? L'intérêt qui est demandé par Supersal est de 8% par an. Okay. Et c'est assez important. Quand on sait que Supersal, ou cette entreprise de crédit, si elle veut aller sur le marché financier pour récolter des petits épargnants de l'argent, elle va payer pour de 1 à 2%. Il y a beaucoup de marge énorme de 8%. Hier, le chef de l'entreprise Victory, qui est aussi une société de super, a dit, moi je trouve que c'est très très cher 8%. Je vais donner à mes clients, celui qui veut dans mon super, une carte jusqu'à 10 000 shekels qu'il aura 1 an pour rembourser. C'est-à-dire, ils peuvent faire des achats dans mon super gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas gratuitement, le prêt, il faudra le rendre, mais il n'y aura aucun intérêt, il a dit. Moi, sans intérêt, c'est-à-dire dans un an, on rend chaque fois, voilà, tout de l'année, vous allez vendre, ou dans un an, vous allez rendre 10 000 shekels. Ça vous permet d'avoir quel est l'intérêt pour lui? Quel intérêt pour lui? Alors, lui, par exemple, il a une marge commerciale lorsque... Il va faire venir des clients tout simplement pour acheter des... Parce que lui, il a... des chocolats, comme voilà, et il a des... Ça, c'est uniquement pour acheter dans son... Qu'est-ce qu'il gagne? Il faut réfléchir. Des économistes ont réfléchi. Lui s'est indigné de Supersal, mais voyons ses intérêts à lui. Fidéliser les clients. Et lui, le bénéfice qu'il fait sur ses ventes, c'est 25% à peu près. Son premier bénéfice qu'on appelle d'exploitation en Israël. Donc, il a 25% sur chaque chose qui est achetée, enfin, en gros. Et donc, ça lui permettra d'augmenter aussi son bénéfice. Maintenant, la question est de savoir aussi si, par exemple, le produit qu'il proposera lui seront pas plus chers que dans les Supersal. Donc, c'est pas obligatoirement, je laisse au consommateur de faire le choix et de bien consommer. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim.